C'est maintenant le temps de la capsule en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, merci Amélie, ça va bien. Et de ton côté, est-ce que le fait d'avoir un mot guide ou une phrase guide, est-ce que ça a fait des changements dans ta vie? Mais je te dirais que ma réflexion est un peu plus axée sur ça. Maintenant, on dirait que j'essaie de garder ça en tête tout le temps quand je prends des décisions. C'est le principe du mot-clé qui donne la couleur, c'est garder ça tout le temps. Alors bravo! Tu vois, de mon côté, moi, ma phrase que la vie me soit douce, là, elle m'oblige à peser mes décisions quotidiennes. Puis donc, à prendre conscience de mes façons automatiques d'agir. On a déjà parlé de pleine conscience et le pilote automatique. Alors, si je veux que la vie me soit douce, faut que je m'en rende compte là, de mes mauvaises habitudes envers moi-même. Alors, de cette façon-là, si je suis plus consciente, ben, je peux faire des choix qui sont moins lourds et moins exigeants envers moi. Bref, des choix qui sont plus doux pour moi. Alors, cette phrase-là, effectivement, elle a un grand impact sur mon attitude. Alors, j'espère que ta phrase, elle va aussi te guider. Mais je vais prendre exemple sur toi. Pas toujours, mais des fois. Tu vois, une phrase guide, ça concerne la façon de vivre. Ça atteint toutes nos décisions. Mais il en reste pas moins que, comme beaucoup de gens, là, moi, j'ai des objectifs que je veux atteindre, des projets que je souhaite réaliser. Une tonne, d'ailleurs. Alors, on sait que la majorité des résolutions qui sont prises en début d'année ne durent pas très longtemps. Pourquoi? Ben, plusieurs raisons, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première raison, c'est parce que le cerveau fonctionne par habitude, par automatisme, et que c'est très difficile de changer une habitude. Je ne veux pas simplement, normalement, arrêter un comportement là, auquel je suis habituée. Je dois le remplacer par un autre comportement qui doit lui aussi devenir une habitude. Si, par exemple, j'ai l'habitude de manger des chips en regardant la télé, je peux arrêter de manger des chips, mais je vais travailler fort. Si je le remplace en mangeant, je sais pas, moi, des carottes ou je sais pas trop quoi, ben déjà là, je vais installer cette habitude-là et c'est une meilleure idée. Parce que sinon, je vais me priver un soir de manger des chips, puis le lendemain, c'est pas une habitude. Donc, je vais retourner dans mon sac de chips. Alors, faut que j'enlève une habitude mauvaise pour la remplacer par une nouvelle qui est meilleure. Et Sylvie, c'est vrai que le fameux 21 jours, il y avait même une émission de télévision qui s'appelait 21 jours, où ça prend 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Est-ce que c'est vrai que ça prend ce nombre-là? Non. C'est plate, hein? C'est variable. Tu vois, parce que j'ai un collègue qui est justement son expertise, elle est là-dedans dans le changement d'habitude et les recherches sont très claires. Le 21 jours, ça peut donner ça, mais c'est pas ça. En fait, les recherches n'ont pas identifié de temps précis, mais on s'entend que ça prend de 3 à 8 semaines. Donc, c'est 21 jours minimum, mais ça peut aller à 8 semaines et ça peut aller même plus loin que ça en fonction du nouveau comportement qu'on veut adopter. Par exemple, si je veux manger meilleure alimentation puis que je fais ça à l'été, ça peut aller très bien parce que c'est la saison des salades. J'arrive à l'hiver, c'est la saison plus chaude. J'ai pas encore d'habitude de manger des repas réconfortants santé peut-être. Alors mon habitude, elle est installée pour l'été. Là, j'arrive à l'hiver puis on dirait que oups, ça débalance. Donc, si je veux faire des changements de vie, bizarrement, ça se peut que je sois obligée de passer plusieurs cycles. Ça peut devenir une habitude l'été, après ça va devenir une habitude l'automne, après ça l'hiver, et on recommence. Et là, je vais avoir une habitude complète. Alors, ça peut être assez long. Mais en même temps, faut pas se décourager, là. Faut pas penser que c'est pas faisable. Et tu vois, les chercheurs, les psychologues, tout ça, on essaie toujours, évidemment, de donner des coups de pouce aux gens pour changer. Et on a deux auteurs qui s'appellent Lear et Schwartz, j'espère que je prononce bien leur nom. Et les autres, ce qu'ils suggèrent aux gens, c'est d'instaurer un rituel plutôt que de se fier juste à leur volonté et à leur autodiscipline. Parce que, tu sais, c'est malheureux à dire, là, mais la volonté, c'est une fonction du cerveau et elle varie grandement en fonction de différents facteurs. Par exemple, c'est fou quand on est fatigué, comment on a moins de volonté. Le taux de sucre aussi dans le sang. Si j'ai faim, là, résister à un sac de chips est pas mal plus difficile que si je sors de table. Et même pour aller faire de l'exercice, si j'ai faim, j'ai moins de volonté. Ou même faire le ménage. Alors, c'est comme le taux de sucre, ça joue. L'environnement aussi. Si tout le monde est en train de se reposer puis en train de faire je sais pas quoi, moi, aller faire de l'exercice pendant que toute la famille regarde une série fantastique, ça se peut que ça soit plus dur, tu sais.
Mais quand un comportement est rendu un rituel, il est très facile à maintenir parce que, prends l'exemple, là, pour la majorité des gens, se brosser les dents le matin, là, c'est un rituel, c'est-à-dire c'est une habitude qui est bien ancrée, c'est une habitude qu'on ne questionne pas, donc ça demande pas de volonté. Je me pose pas la question, j'y vais-tu ou j'y vais pas. Je me revire de bord, puis pouf, la brosse à dents est dans mes mains et je suis en train de me brosser les dents. L'affaire, c'est que pour instaurer un rituel, ça se fait pas comme ça, hein. Ça demande des efforts et ça demande d'être motivé par des valeurs profondes. Il faut aussi que tu définisses des comportements à adopter de façon très précise. Tu peux pas juste dire « je vais me remettre en forme ». Et aussi, il faut que tu les pratiques à des moments spécifiques. Un rituel, s'il est toujours à la même heure, de la même façon tous les jours, il finit par rentrer plus facilement. Mais ça change pas que c'est quand même difficile. Donc, la deuxième raison pourquoi les gens abandonnent facilement leur résolution, c'est que l'objectif visé, là, il est souvent choisi pour des mauvaises raisons. Au lieu de choisir un but qui correspond à ses valeurs profondes, à ce qu'elle désire réellement, une personne peut décider de se fixer un objectif qui est socialement correct, qui correspond à ce que la personne pense que son entourage ou la société exige d'elle. Puis dans ce temps-là, c'est très difficile de persévérer et de mettre beaucoup d'efforts pour un objectif qu'on ne veut pas vraiment. La motivation à ce moment-là, elle risque de diminuer très rapidement dès le premier obstacle. Par exemple, se mettre en bonne forme physique. Bon, ça c'est une résolution très classique que les gens choisissent souvent en début d'année. Et en ce moment, c'est une résolution qui est très à la mode, là. Faire du jogging, par exemple, c'est in. Moi, là, à l'âge que je suis rendue, je me rappelle à quoi ça ressemblait il y a 20 ou 30 ans, et je peux te garantir que c'était pas à la mode du tout. Le jogging existait, mais c'était pas une mode, puis même être à la mode physique, là, tout bien shapé, puis capable de courir un marathon, ça n'existait pas il y a 30 ans. Alors, c'est sûr que même si tout le monde souhaite être en bonne santé, être en bonne forme physique, c'est pas une valeur profonde pour tout le monde. En fait, moi, là, je t'avoue honnêtement que j'accorde beaucoup plus d'importance à la santé psychologique qu'à la bonne forme physique. Il a fallu que je me sente limitée dans mes mouvements, dans mes déplacements pour me décider à me remettre en forme. Et on s'entend bien que c'était pas une question de silhouette, là, ça fait longtemps que ma silhouette, elle a perdu sa forme idéale. Mais pour moi, la liberté et la qualité de vie, ça, ce sont des valeurs importantes pour moi. Alors, si je suis limitée dans mes mouvements, ça brime ma valeur de liberté, puis ça brime ma qualité de vie. Donc, ça, ces deux valeurs-là vont me soutenir dans ma motivation puis me permettre de persévérer. Donc, il faut qu'on ait des valeurs profondes pour choisir une résolution, sinon, elle s'en va dans l'eau, elle est noyée. La troisième raison pourquoi c'est si difficile, c'est que les gens se donnent pas des moyens réalistes pour atteindre leur objectif. Ils se fixent un but qui est souvent très élevé ou très exigeant et souvent très mal défini. Et ils n'identifient pas des stratégies réalistes pour atteindre leur but. Alors évidemment, ils se découragent parce qu'ils ne voient pas de résultats concrets. Je te donne un exemple, là. Une personne peut dire, par exemple, moi, mon objectif, c'est de me remettre en forme. Puis là, elle décide d'aller au gym. 3 fois par semaine, hein, tout le monde sait que c'est comme ça qu'il faut faire. Bon. De cette façon-là, elle espère qu'elle va être revenue en forme et elle va avoir perdu du poids au printemps. Comme ça, elle va pouvoir aller s'acheter une jolie petite robe fleurie. Ça va être joli. Ouais. À première vue, là, le but semble clair. Se remettre en forme puis rentrer dans une petite robe fleurie. Mais en réalité, là, la personne souhaite se remettre en forme sans préciser ce que ça veut dire pour elle. Est-ce que ça veut dire être capable de monter l'escalier sans être essoufflé ou capable de courir le marathon? C'est pas clair. Et c'est probablement quelque part entre les deux. Et sa remise en forme, là, ça semble inclure une perte de poids, mais elle aussi est imprécise. Est-ce que la personne veut perdre 5 livres ou 50? C'est pas la même chose, là. Et on ne sait pas non plus si le moyen choisi, aller au gym, ça correspond à ses goûts, ni à quelle fréquence elle souhaite y aller, et si ça correspond à ses capacités. C'est pas toujours réaliste pour une maman, par exemple, qui est monoparentale avec des jeunes enfants et qui travaille à temps plein, d'aller au gym 3 fois par semaine. Ça rentre pas dans son horaire. Alors, personnellement, là, entre autres, moi, j'aime pas aller au gym. Donc, moi, là, le temps que je me rende, je revire de bord. C'est pas compliqué, donc j'ai compris, je me rends même pas. Alors, c'est sûr que ma motivation, elle va chuter rapidement. Donc, il faut faire attention.
faut se donner des moyens réalistes qui vont aller avec ce qu'on choisit. Puis avec la personne qu'on est, puis avec ce qu'on aime. L'autre chose, c'est que dans notre société moderne, avec toute la technologie qui nous facilite la vie, là, on oublie que les résultats tombent pas du ciel. On est habitué, pèse sur le piton, pouf, ça marche. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Faut faire des efforts et surtout pendant un certain temps avant de pouvoir récolter les bénéfices. Faut donc développer de la patience et de la persévérance pour être capable d'apporter des changements dans notre vie. Il n'y a pas de petit piton qu'on peut peser dessus pour se remettre en forme, perdre du poids, arrêter de fumer, apprendre une troisième langue, puis avoir une réussite professionnelle, plus une relation amoureuse extraordinaire. Ça ne marche pas de même. T'sais? L'autre chose aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le mythe du champion solitaire. L'homme ou la femme qui accomplit des exploits grâce à son talent personnel et ses capacités personnelles. Dans la vraie vie, là, c'est pas comme ça du tout. La plupart des gens qui réussissent sont habituellement entourés soit d'une équipe, soit d'amis ou de membres de la famille qui les encouragent et les soutiennent dans leur démarche. Les champions olympiques, là, c'est sûr qu'ils ont du talent, mais ils ont une équipe complète et dévouée qui est consacrée presque exclusivement à leur bien-être pour leur permettre de bien performer. Monsieur, madame, tout le monde, ils n'ont pas tout ce personnel-là dévoué dans leur quotidien pour les aider. Il faut qu'ils s'entourent de gens pour les soutenir, surtout au niveau de leur entourage proche. On a déjà entendu des histoires là d'une personne qui souhaite améliorer son alimentation pour perdre du poids, puis dont le conjoint ou la conjointe lui offre des chocolats pour son anniversaire. En termes de soutien, on a déjà vu mieux. Alors, comme tu vois, Amélie, faire des changements dans une vie, là, c'est pas aussi facile qu'on l'espère. Mais heureusement, c'est pas aussi difficile qu'on le craint. Il s'agit simplement de se donner des trucs, d'utiliser des outils que la psychologie connaît, et de cette façon-là, on peut apporter des changements dans notre vie. Et c'est de ça qu'on va parler dans les prochaines capsules. Je vais offrir des gens des outils de coaching, entre autres, là, pour être capable d'apporter des changements dans leur vie. Et est-ce que tu as un défi pour nous cette semaine encore? Ben oui! Là, on a déjà notre mot-phrase, notre mot-guide, notre phrase-guide qui teinte notre vie. Et là, cette semaine, on va écrire le ou les objectifs pour l'année 2018. Quel changement la personne veut faire ou quel but elle veut atteindre. Et surtout, identifiez votre motivation profonde. Écrivez, parce que ça, c'est tout par écrit, parce que les capsules sont aux 2 semaines, c'est facile à oublier, hein? Alors, écrivez pourquoi vous voulez changer cet aspect-là particulier de votre vie. Parce que quand vous avez vos motivations, là, vous avez des chances que votre persévérance puisse s'appuyer sur quelque chose d'intéressant. Et là, dans 2 semaines, tu nous parles de quoi, Sylvie? Ben, on va parler justement, une fois qu'on a le mot guide, les objectifs et la motivation, on va parler de la façon de mettre en place des moyens concrets et efficaces pour atteindre nos objectifs. Ben, merci beaucoup, Sylvie. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait. Au revoir.